La créature m'a fait un signe en plaçant son doigt sur ses lèvres, comme pour me dire de ne pas faire de bruit, tout en souriant de façon inquiétante. J'ai grandi dans une vieille maison dans le sud, un endroit assez isolé, loin de tout. La maison était assez particulière, avec une disposition presque circulaire, où l'on pouvait marcher d'une pièce à l'autre en faisant un cercle complet et revenir au point de départ. Quand j'avais environ 5 ans, ma petite sœur et moi jouions à nous courir après pendant que ma mère préparait le dîner. J'étais devant elle, et nous rions et nous amusions. Lorsque nous avons pénétré dans la salle à manger, j'ai vu quelque chose qui m'a totalement figé. Dans un coin de la pièce, il y avait une petite créature verte, à peine plus grande que ma sœur et moi, peut-être 60 cm de haut. Elle portait ce qui semblait être une sorte de manteau sombre, ou une cape. Ce qui m'a surtout marqué, c'étaient ses oreilles pointues qui sortaient de sa tête et ses dents acérées. Elle semblait très vieille et abîmée, comme si elle avait été immergée dans un marais ou au fond d'un étang pendant longtemps. La créature m'a fait un signe en plaçant son doigt sur ses lèvres, comme pour me dire de ne pas faire de bruit, tout en souriant de façon inquiétante. Je me suis arrêté net, et ma sœur, qui courait derrière moi, est rentrée dans mon dos, ce qui nous a toutes les deux poussées autour du coin de la cuisine. Nous avons commencé à hurler et à courir vers notre mère. Elle est arrivée en courant, inquiète, mais la créature avait disparu. Cet incident m'a hanté pendant des années. Je n'avais que 5 ans, et bien que j'ai cherché des explications pendant longtemps, je n'ai jamais trouvé de créature ou de phénomène qui correspondent vraiment à ce que nous avons vu. Pendant un certain temps, j'ai pensé que je l'avais peut-être imaginé, mais ma sœur l'a vu aussi, et ma mère se souvient très bien de notre terreur évidente à ce moment-là. C'est ce qui m'a fait prendre au sérieux cet événement étrange. Il y avait toujours des choses bizarres qui se passaient dans cette maison quand j'étais jeune, des voix sans corps, des objets qui bougeaient tout seuls, des rêves étranges, mais rien n'a été aussi dérangeant et perturbant que cette rencontre. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire ou si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que nous avons vu. Peut-être que c'était une sorte d'entité surnaturelle, mais je n'ai jamais trouvé de réponse concrète. J'avais peut-être 10 ans à l'époque. Je ne pouvais pas dormir, allongé dans mon lit, quand soudain je tournai la tête vers la porte et aperçus un petit garçon. Il devait avoir autour de 7 ans, avec des cheveux blonds, courts et lisses, une peau claire, et il portait un t-shirt rouge. Ce qui me frappait immédiatement, c'étaient ses yeux. Ils étaient anormalement grands, presque entièrement noirs, avec une forme oblique qui me rappelait celle des personnages d'anime ou même des extraterrestres des films de science-fiction. Il se tenait à 4 pattes, souriant de manière espiègle, comme s'il savait quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Cette vision m'a terrifié. Il n'y avait pas de raison logique pour qu'un enfant soit là, à cette heure-là, dans mon salon, et tout semblait irréel. Il y avait quelque chose de fondamentalement dérangeant dans son sourire, quelque chose de malveillant ou de bizarre, difficile à décrire précisément. La sensation qui m'envahissait, c'était que cette créature n'était pas simplement un enfant. Il semblait ne pas avoir de corps solide, comme s'il flottait entre deux mondes, ni tout à fait vivant ni tout à fait spectre. Et pourtant, il était là, tangible dans la lumière faible de la pièce. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents de peur de passer pour fou. Avec le temps, je suis devenu adulte, mais la peur n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, à 25 ans, je ne peux toujours pas m'endormir seul sans ressentir cette angoisse, comme si cette créature m'attendait toujours dans l'ombre, prête à réapparaître. Parfois, je raconte cette histoire à des amis, leur disant que j'ai vu un extraterrestre, un démon, un fantôme ou même un elfe. Chacun a son propre avis sur ce que cela pourrait être, mais pour moi, il reste un mystère. Ce qui me marque encore, c'est qu'il ne semblait pas être simplement une illusion d'un enfant effrayé ou une hallucination. Il est apparu dans ma maison, comme s'il avait pris forme à partir de l'air lui-même, et après quelques instants, il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. C'est comme si le temps s'était suspendu un instant. Je ne sais pas ce que j'ai vu ce soir-là, mais je suis persuadé que ce n'était pas juste un rêve d'enfant. Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire, je serais curieux d'entendre son avis. C'était un après-midi tranquille,
je me trouvais avec un ami que je n'avais pas vu depuis des années, assis dans la benne du vieux Toyota de mon père. Nous étions face à la route, avec un champ de maïs juste en face de nous. C'était l'une de ces journées où tout semble calme, presque hors du temps, et le monde semblait avoir une allure normale. Mais ce que nous avons vu ce jour-là, ça m'a marqué d'une manière que je ne pourrais expliquer entièrement. Un homme est apparu sur une vieille bicyclette, d'un modèle assez démodé, avec des roues énormes. Il circulait lentement sur la route, et dans ma tête, je suis sûr qu'il a klaxonné, mais à y repenser maintenant, je me demande si je n'ai pas juste imaginé cette partie. Il a pris un petit chemin qui menait au champ de maïs, et s'est arrêté. À ce moment-là, il est descendu de son vélo et a pénétré dans les rangs de maïs, comme s'il connaissait bien les lieux. C'est à ce moment-là que quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Alors qu'il s'enfonçait sous la ligne des plantes, et que sa tête disparaissait de notre vue, une autre tête est apparue, juste au-dessus des hautes tiges de maïs. Mais ce n'était pas une tête humaine. Cette tête avait des bois, comme ceux d'un cerf, mais ils étaient énormes, imposants, presque surnaturels. Elle est restée là un instant, avant de disparaître tout aussi rapidement qu'elle était apparue. Ce n'était pas une illusion, ni un reflet de la lumière, parce que mon ami et moi l'avons vue tous les deux en même temps. Ce détail m'a glacé le sang sur le moment, mais ce qui était encore plus étrange, c'est que ni lui ni moi n'avons vraiment réagi immédiatement. C'était comme si notre esprit ne voulait pas traiter ce qu'il venait de voir. Après, nous n'en avons pas parlé tout de suite, mais plus tard, nous avons commencé à y repenser. C'était comme un souvenir perturbant, difficile à digérer. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire en soi, mais c'était différent. Il y avait cette sensation de mystère, d'une réalité parallèle qui effleurait la nôtre, juste au bord du champ. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce que j'ai vu ce jour-là reste une énigme. C'était en 2001, aux Philippines. J'avais alors environ 13 ans, et je me souviens encore de cet instant comme si c'était hier. Un après-midi, avec ma sœur, nous étions dans une maison pleine de parents et de cousins. L'endroit était assez animé, tout le monde discutait, riait, et nous étions tous occupés à des activités différentes. Tout à coup, un de mes oncles a ouvert une porte qui menait à l'arrière de la maison, dans une petite cour. À ce moment précis, quelque chose d'extrêmement rapide a traversé la pièce. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, une créature qui semblait être un petit être, à peu près de la taille d'un melon, recouverte de cheveux frisés et gris charbon, qui a filé derrière ma sœur et moi. C'était comme si elle avait surgi d'une autre dimension. Elle s'est déplacée en un arc semi-parabolique, traversant la cuisine où plusieurs membres de la famille se tenaient, sans que personne ne remarque. En un éclair, elle a traversé la pièce, a franchi la porte arrière et s'est éclipsée dans la cour, comme si tout était minutieusement chronométré. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont cette créature bougeait. Elle ne se déplaçait pas comme un rongeur, ni avec une démarche saccadée ou en bondissant. Elle ne ressemblait pas non plus à une créature aux formes longues ou à une créature dotée d'une queue, comme un écureuil. Elle se déplaçait avec une rapidité incroyable, plus rapide que tout ce que j'avais vu auparavant, et son corps était tout simplement étrange, comme celui d'un petit homme minuscule et très poilu, presque comme un lutin dans les histoires. C'était comme si ce petit être, à la fois humain et surnaturel, faisait une course effrénée, sans aucune explication logique. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ma sœur et moi étions les seuls à l'avoir vu. Tous les autres membres de la famille étaient tellement absorbés dans leur conversation qu'ils n'ont rien remarqué. C'était un moment qui nous a laissés sans voix, et même aujourd'hui, nous en parlons parfois, mais personne n'a jamais vraiment cru ce que nous avons vu. Et pourtant, à chaque fois que je repense à cette scène, je suis convaincu d'avoir vu quelque chose de surnaturel, un être qui n'appartenait clairement pas à notre monde. Je n'ai jamais vraiment cru aux phénomènes paranormaux, mais ça m'a toujours fasciné. J'essaie de garder l'esprit ouvert, même si mon réflexe est généralement l'appréhension ou l'incrédulité, car j'aime l'idée que des choses extraordinaires peuvent arriver aux gens. C'est fascinant, si cela a du sens. Cependant, il y a un événement qui m'est arrivé que je ne peux toujours pas expliquer, même aujourd'hui. Cela s'est produit il y a quelques années.
J'avais 21 ou 22 ans et je suis allé rendre visite à un ami qui vivait à environ 4 à 5 heures de chez moi. C'était la première fois que je voyageais pour rendre visite à un ami aussi loin et je n'avais même jamais pris de train auparavant. Mon ami avait vécu dans ma ville, mais sa famille avait déménagé quand nous étions plus jeunes. Nous avons gardé contact, il venait parfois me voir, et cette fois c'était ma première visite chez lui. Sa famille vivait dans une petite ville, plutôt rurale. Derrière sa maison se trouvait un espace sauvage que j'appellerais une forêt, bien qu'il s'agisse plutôt d'un coin de nature laissé à l'abandon, avec des arbres et des buissons non entretenus. La maison se trouvait à environ 30 à 40 pieds d'une clôture en grillage, et après, il y avait environ 250 à 300 pieds avant d'entrer dans la forêt proprement dite. Mon ami et ses frères et sœurs m'ont raconté qu'il suffisait de laisser un objet de l'autre côté de la clôture, pas nécessairement dans la forêt, et il serait retrouvé plus tard, comme si quelque chose ou quelqu'un le rapportait. J'ai trouvé ça amusant, mystérieux, sans grandes conséquences, et j'ai décidé de jouer le jeu. Ils m'ont aussi raconté d'autres histoires à propos de la forêt, mais je vais me concentrer sur celle-ci. La première nuit, j'ai lancé un chapeau que j'avais pris avec moi de l'autre côté de la clôture. Quelques heures plus tard, mon ami m'a dit qu'il l'avait trouvé sur le porche. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment pris ça comme une preuve, je pensais juste qu'il me faisait une blague. J'ai tenté à nouveau le coup le même soir, en surveillant mon ami pendant le processus, et lorsque nous sommes sortis pour fumer une cigarette, j'ai trouvé le chapeau sur le porche. Peu importe, l'un de ses frères ou sœurs devait être dans le coup. La deuxième nuit, sans que mon ami le sache, j'ai pris une boucle de ceinture et l'ai lancée aussi loin que possible de l'autre côté de la clôture. Et encore une fois, quelques heures plus tard, la boucle était sur le porche. Je n'étais toujours pas totalement convaincu, peut-être que quelqu'un m'avait vu et avait juste agi rapidement pour rapporter l'objet. Mais à ce moment-là, je commençais vraiment à me sentir un peu mal à l'aise, même si mon incrédulité restait forte. Le troisième soir, nous avons décidé d'aller dans la forêt. C'était moi, mon ami, et un autre ami de mon ami. Nous avons grimpé par-dessus la clôture, et nous nous sommes enfoncés à environ 15 mètres dans la forêt, quand soudain, nos lampes de poche se sont éteintes simultanément. Mon ami a crié pour que nous retournions vite à la maison, et sans poser de questions, j'ai couru. Cependant, dans ma précipitation, j'ai laissé tomber mon chapeau, je jouais avec en marchant. Quand nous sommes arrivés à la maison, mon chapeau était à l'intérieur, dans le sous-sol, dans ma valise, bien épais. Ce qui m'a profondément perturbé, c'est que mon ami avait déjà pris une grosse avance sur moi pendant notre course, il n'aurait pas pu revenir en arrière pour prendre mon chapeau. Nous avons couru directement en ligne droite vers la maison, il n'y avait pas moyen que quelqu'un ait eu le temps de prendre mon chapeau et de courir par un autre chemin pour arriver avant nous. De plus, nous avions verrouillé la porte avant de partir en balade. Et ce n'était pas un chapeau de remplacement, à moins qu'ils aient réussi à reproduire exactement l'usure de mon chapeau pour me piéger. Nous n'avons plus parlé de tout cela. J'étais complètement perturbé, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette forêt. On a juste laissé ça de côté, sans en reparler. Quand je suis parti, j'ai laissé mon chapeau chez lui, à moitié en espérant, mais aussi à moitié en craignant qu'il me soit renvoyé plus tard. Mais il ne revint jamais. Peu après cet incident, mon ami et moi avons vu une petite brouille pour des raisons sans rapport avec tout cela. Cela fait des années maintenant, mais si jamais on se réconcilie, j'aimerais vraiment en parler avec lui et peut-être même retourner dans cette forêt. Ces histoires sur ce qui s'y passe sont nombreuses, et par pure curiosité, j'aimerais vraiment explorer tout ça davantage. Je me souviens très bien de cette nuit-là, c'était chez ma tante. Je crois que mes parents étaient déjà divorcés à l'époque. Je dormais sur un matelas qui avait été posé dans le grand couloir près de la porte d'entrée, et mon père dormait juste à côté de moi. Il n'y avait rien d'inhabituel jusque-là, mais je me suis réveillé sans raison apparente, complètement alerte, comme si quelque chose m'avait poussé à ouvrir les yeux. C'est alors qu'une voix intérieure m'a dit de ne pas faire de mouvements brusques. J'avais cette sensation étrange de danger, même si je n'avais rien vu. En levant les yeux vers la porte, celle avec une grille de sécurité métallique, j'ai remarqué des formes sombres dans l'embrasure. Au début, je pensais que c'était des coyotes, car elles étaient petites, mais quelque chose n'allait pas.
C'étaient des créatures qui se tenaient là, immobiles, juste au seuil, comme si elles observaient la maison, attendant quelque chose. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce sont leurs yeux. Je n'ai jamais pu les oublier. Ils brillaient d'une lueur étrange, une couleur jaune qui n'était ni dorée, ni vive, mais plus un jaune terne, presque surnaturel, comme s'ils émettaient une lumière faible dans l'obscurité. Il n'y avait pas de variation dans l'intensité de la couleur, elle était uniformément la même chez chacune de ces créatures. C'était comme si leurs yeux étaient les seuls éléments visibles et que tout le reste d'eux était enveloppé dans l'ombre. Une sensation de malaise m'a envahi, comme si ces êtres ne faisaient pas partie de ce monde. Ils n'étaient pas vraiment comme des animaux, mais ils n'étaient pas non plus tout à fait humains. Je n'ai pas bougé, ni parlé. J'étais paralysé par la peur, sachant que je devais rester silencieux, comme si tout geste ou bruit pourrait briser ce fragile voile de sécurité. Finalement, après un moment qui m'a paru durer une éternité, les formes ont disparu dans l'ombre, et tout est redevenu silencieux. Je ne sais pas combien de temps j'ai resté là, à regarder l'obscurité de l'autre côté de la porte, mais quand j'ai finalement fermé les yeux, je n'ai pas osé me rendormir avant longtemps. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, car je savais que cela semblerait trop étrange. Je m'appelle Mike, je vis à Mexico et je gère un salon de tatouage ici. Depuis que nous avons emménagé dans cet atelier, des événements étranges ont commencé à se produire. Des objets disparaissent sans raison, pour réapparaître plus tard, et des choses bougent seules, comme si elles étaient animées d'une volonté propre. C'était déroutant au début, mais aujourd'hui, tout a pris un sens. Il y a 2 semaines, un de nos tatoueurs a amené son petit chat au studio. Sa maison était en cours de fumigation, alors il a pris toutes les affaires nécessaires pour le chat, sa nourriture, sa litière, tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien pendant la journée. Nous faisons en sorte de maintenir l'atelier propre, chaque jour, nous passons du temps à désinfecter et à ranger. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose d'étrange s'est passé. En fin de journée, alors que nous dessinions dans la cuisine, qui est aussi notre espace de travail, nous avons découvert une traînée de croquettes. Ce qui était encore plus étrange, c'est que nous n'avions pas vu ces croquettes auparavant, ni au matin, ni dans l'après-midi. Mais en partant pour la journée, nous avons trouvé 6 croquettes parfaitement alignées, espacées de manière régulière, comme si elles avaient été placées là délibérément. Intrigués, nous avons commencé à chercher une explication. Après quelques recherches, nous avons découvert quelque chose de fascinant. Selon les traditions et les croyances locales, nous partageons en réalité cette maison avec des Alux, des elfes mayas, des créatures invisibles qui seraient les gardiennes des lieux. Ces êtres mythologiques sont connus pour habiter des espaces naturels et des habitations, souvent dans des endroits où l'histoire et la culture maya sont présentes. Les Alux ne peuvent pas être chassés ou expulsés, car ils ont un lien profond avec les lieux qu'ils habitent. Cette maison, avant d'être notre studio, était leur domaine, et ils y résideront pour toujours, même après notre installation. Ce que nous avons appris par la suite, c'est que ces créatures ne sont ni bienveillantes ni malveillantes. Elles ne cherchent pas à nuire, mais plutôt à préserver leur espace. Elles sont juste là, en quelque sorte des témoins silencieux de notre présence. La seule façon de vivre en harmonie avec elles est de les respecter. Selon la croyance, il est recommandé de leur offrir des offrandes, comme de la nourriture ou des objets symboliques, et surtout de maintenir une atmosphère positive dans le lieu, une ambiance de calme et de convivialité. Si nous leur montrons du respect et si nous vivons en bonne entente, elles ne nous dérangeront pas. Cela nous explique pourquoi certaines choses qui nous paraissaient inexplicables auparavant ont désormais un sens. Les objets qui se déplacent ou les croquettes mystérieusement retrouvées, tout cela fait partie de leur présence discrète et de leur petite intervention dans notre quotidien. Aujourd'hui, même si cela semble invraisemblable pour ceux qui ne croient pas à ces traditions, pour nous, ça a changé notre perception de l'atelier. Au lieu de voir ces événements comme des phénomènes inexplicables ou effrayants, nous avons commencé à les accepter comme des signes de la présence de ces êtres mythologiques. Nous avons même mis en place des petites offrandes, de la nourriture pour chats par exemple, et nous avons remarqué que les choses se sont un peu apaisées. Les Alux, bien que discrets et invisibles, sont devenus une sorte de part de la famille ici. Ils ne sont ni un danger, ni un poids, mais une présence qui fait partie du lieu, et ils y resteront aussi longtemps que notre studio existera.
Cela a transformé notre relation avec l'atelier. Maintenant, chaque événement étrange a une explication possible, et la présence de ces créatures mythologiques fait partie du charme mystérieux de l'endroit. C'est un peu comme cohabiter avec une légende vivante, mais tant que nous respectons les traditions et que nous maintenons une atmosphère positive, les Alux continueront à être des gardiens bienveillants plutôt que des intrus. Un jour, le père de mon ami, un homme assez stoïque et sérieux qui ne plaisantait jamais, nous a raconté une histoire sur les elfes. C'était une de ces histoires qui restent gravées dans la mémoire, surtout quand elles sont racontées par quelqu'un d'aussi calme et réservé que lui. Il nous a dit que, lorsqu'il était plus jeune, lui et son frère devaient aller chercher du bois dans la forêt qui se trouvait près de leur maison. Ils s'étaient enfoncés assez loin dans la forêt et avaient ramassé une quantité suffisante de bois pour pouvoir rentrer chez eux. Cependant, en faisant demi-tour pour retourner à la maison, quelque chose de très étrange se produisit. Tout à coup, ils furent entourés par des éclats de rire venant des arbres autour d'eux. Quand ils levèrent les yeux, ils virent des petites créatures, des êtres minuscules perchés sur les branches. Mais ce n'était pas tout. Ce qui les choqua le plus, c'était ce qui arriva ensuite, les elfes commencèrent à uriner sur eux depuis les arbres. Pris de panique, ils lâchèrent le bois et se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient pour s'échapper de cette situation cauchemardesque. Une fois rentrés chez eux, ils découvrirent que l'urine des elfes les avait couverts de verrues là où elles les avaient touchés. Ce n'était pas juste une réaction normale de la peau, mais quelque chose de surnaturel. Selon le père de mon ami, ces petites créatures les avaient vus comme des intrus dans leur territoire, dans la forêt qu'elles appelaient chez elles. Ils croyaient que, en venant chercher du bois dans cette zone, ils violeraient l'espace sacré des elfes. Cette histoire, racontée par un homme si sérieux, m'a profondément marqué. L'idée que ces créatures soient prêtes à punir les humains pour avoir pénétré leur domaine est effrayante. Il nous disait que ce genre d'expérience faisait partie de la culture locale et que, dans sa jeunesse, il avait appris à respecter ces êtres, qui ne se montraient que lorsqu'ils se sentaient menacés. Quand j'avais environ 7 ans, je me souviens d'une scène qui m'a profondément marqué. J'étais dans l'ancienne maison de mes parents, et je regardais par la fenêtre de l'étage, plongé dans une contemplation silencieuse. D'habitude, je voyais les jardins des voisins et l'énorme bâtiment gris qui servait de terrain pour le handball, mais ce jour-là, quelque chose de très étrange s'est produit. Je fermai les yeux, puis les ouvris à nouveau, et ce que je vis n'avait rien à voir avec le paysage habituel. À la place, il y avait des champs de gazon vert éclatant, des pierres lisses éparpillées autour de petites mares d'eau bleue et des fleurs dansantes comme caressées par une brise légère. Je n'avais jamais vu un paysage aussi magnifique, aussi irréel. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait se produire ensuite. Dans notre jardin, près du vieux parterre de fleurs abandonnées, je vis une silhouette étrange. Un petit homme, de la taille d'une poupée, assis là. Il portait des pantalons verts, un gilet et une veste, mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses chaussures, noires, aussi brillantes que de l'onyx, avec 2 grandes boucles en or. Il était là, concentré sur ses chaussures, quand soudainement il leva la tête, me regarda fixement, puis me sourit avant de disparaître d'un coup, comme si la terre l'avait englouti. Le paysage derrière mon jardin retrouva instantanément son aspect habituel. Je n'ai jamais su ce que c'était, pourquoi c'était arrivé, mais je garde en moi cette première rencontre avec un leprechaun, et je la chéris comme un souvenir magique et mystérieux. Plus tard, j'ai vécu une expérience qui a renforcé ma croyance dans les fées, alors que je participais à un voyage avec les guides. Nous étions sur l'île de Man, un lieu magnifique et un peu isolé, où chaque recoin semblait baigné d'une atmosphère ancienne et magique. Un jour, alors que nous faisions une visite de l'île, nous sommes passés devant un petit magasin de souvenirs. Je me souviens avoir acheté des serviettes de cuisine pour mes grands-mères, c'est une tradition irlandaise, après tout, que de ramener des souvenirs simples mais chers à cœur. Plus tard, lors du trajet en bus de retour au village où nous logions, nous avons ralenti en approchant d'un pont. Le guide a alors pointé un panneau qui disait quelque chose comme « Attention, vous allez traverser un pont des fées ». Certaines personnes ont perdu des objets ou ont eu des farces jouées sur elles. Tout le monde a ri, se moquant de cette croyance locale, sauf moi. Je savais de quoi il s'agissait, ayant déjà eu une rencontre étrange avec un leprechaun quelques années auparavant.
Nous avons traversé le pont sans rien remarquer de particulier, mais quand je suis rentré à ma chambre et que j'ai ouvert mon sac pour vérifier mes achats, j'ai eu une surprise, les serviettes de cuisine avaient disparu. Rien d'autre n'avait été touché, seulement les serviettes. Comme si une petite main invisible les avait prises. Je me suis alors souvenu du panneau et de l'avertissement du guide. Les fées du pont avaient joué un petit tour sur moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qui d'autre que les fées pouvait voler des serviettes de cuisine? Enfin, il y a l'histoire qui m'a été racontée par mon partenaire. Il a grandi dans le comté de Dongal, une région reculée, entourée de montagnes et de champs. La tranquillité de cet endroit la nuit est telle que le silence semble palpable. C'est un endroit où l'on pourrait imaginer facilement que des créatures invisibles se cachent, entre les collines et les rivières. Un soir, vers 3 heures du matin, mon partenaire fut réveillé par des rires et des éclats de voix. Pensant que c'étaient ses parents, il essaya de se rendormir, mais les bruits persistaient, de plus en plus clairs. Puis, il commença à entendre des sons de musique, des tambours, un violon, des pipes et, plus étrange encore, des chants joyeux qui semblaient venir de l'extérieur. Intrigué, il se leva pour voir ce qui se passait, mais ses parents dormaient profondément. Il sortit par la porte avant, rien. Il sortit ensuite par la porte arrière et suivit les bruits jusqu'à un petit monticule dans le champ derrière la maison. Il s'agenouilla, tendit l'oreille, et découvrit que la musique venait directement du sol, sous ses pieds. Paniqué, il retourna précipitamment dans la maison. Quelques semaines plus tard, je lisais un livre sur les légendes paranormales irlandaises, et il se trouve que la région de Dongal, où il vivait, était régulièrement mentionnée pour ses apparitions de fées et d'esprits. C'était comme si la terre elle-même, dans cet endroit ancien, cachait des secrets qui remontaient à des siècles. C'est un endroit où les fées peuvent encore faire la fête sous la surface, loin des yeux humains. J'ai vu plusieurs vidéos de créatures avec de grands yeux et des cheveux blonds et lisses, souvent dans des zones sauvages, mais parfois même dans des environnements urbains. C'était étrange de voir ces images, parce que ces créatures semblaient presque humaines, mais quelque chose en elles semblait irréel, comme si elles provenaient d'une autre dimension ou d'un autre monde. Ce qui m'a frappé le plus, c'était leur apparence. Les cheveux blonds étaient souvent raides et impeccablement lisses, comme si elles n'étaient jamais dérangées par le vent, et leurs yeux, noirs comme de l'encre, étaient disproportionnés par rapport à leur visage. C'était comme si elles regardaient à travers toi, comme si elles savaient quelque chose que toi, tu ignorais. En général, ces créatures n'étaient pas vêtues. Leur peau, parfois pâle, parfois presque translucide, semblait être une extension de l'environnement qui les entourait, comme si elles fusionnaient avec la nature ou l'espace qu'elles occupaient. Elles ne ressemblaient pas à des animaux ni à des humains classiques, et leurs mouvements étaient si fluides qu'il était difficile de dire si elles se déplaçaient ou si elles flottaient dans l'air. Ce contraste entre leur apparence presque humaine et leur comportement étrange me perturbait. Je me souviens d'une vidéo en particulier, où l'on voit une créature de cette sorte surgir de la forêt dense, près d'un lac. Elle avance à une vitesse étonnante, sans bruit, presque comme une ombre entre les arbres. Aucun bruit de pas, aucune agitation dans les feuilles. Elle semble consciente de son environnement, mais elle est aussi indifférente à ce qui l'entoure, comme si elle ne faisait partie ni du monde humain, ni de l'animal. Ces expériences m'ont ramené à un phénomène dont j'avais entendu parler, les enfants aux yeux noirs. Ce sont des récits qui se multiplient sur Internet, où des gens racontent avoir croisé de mystérieux enfants, souvent en pleine nuit, avec des yeux totalement noirs et des comportements étranges. Ils cherchent souvent à entrer chez les gens, demandent de l'aide, ou se comportent d'une manière inquiétante. Il y a des histoires similaires qui semblent raconter la même chose, des rencontres inexplicables avec des êtres au regard profond et perturbant, qui donnent l'impression d'être en dehors de notre réalité. En grandissant, je me suis rendu compte que mes propres expériences d'enfance, voire des esprits, des ovnis, ou même ces créatures n'étaient pas des incidents isolés. Il y avait quelque chose d'inexplicable qui m'attirait, une sorte de porte ouverte entre le monde que je connaissais et des réalités parallèles que je ne comprenais pas. Quand j'étais jeune, je n'en parlais pas beaucoup. Je savais que les adultes préféraient ignorer ces phénomènes. Peut-être pensaient-ils que c'était le fruit de mon imagination, ou peut-être avaient-ils peur de ce que cela signifiait. Mais avec le temps, j'ai compris que ces événements ont changé ma perception du monde.
c'est comme si ces créatures, ou ces esprits, étaient des témoins silencieux de quelque chose que nous ne voyons pas, mais qui existe bel et bien à côté de nous. Peut-être que ce n'était pas simplement de l'imagination d'enfant, mais un aperçu furtif d'une autre réalité. Une réalité qui, parfois, semble se faufiler à travers des failles invisibles entre les mondes. Et même si personne n'a pu m'expliquer ce que j'ai vu ou vécu, je suis convaincu qu'il existe d'autres dimensions, d'autres formes de vie qui se superposent à la nôtre. Et peut-être que ces créatures en font partie. Il y a environ 30 ans, je sortais du parc d'État qui se trouvait juste en face de chez moi. C'était l'hiver, il n'y avait donc presque personne dans les environs. Je roulais très lentement, profitant de la tranquillité, quand je me suis retrouvé à regarder dans mon rétroviseur. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était une petite silhouette, très petite, qui sautillait derrière ma voiture. Sur le moment, je n'ai pas bien vu son visage, mais ce qui m'a frappé, c'était la façon dont il bougeait. C'était comme un petit lutin, ou quelque chose qui ressemblait à un être minuscule, à peine plus grand qu'un enfant de quelques années. Il était là, à sauter de manière étrange, tout en regardant l'arrière de ma voiture, et surtout en pointant vers la forêt, juste à côté de la route. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il voulait me montrer, mais il semblait vraiment insister sur ce point, comme si ce geste avait un sens particulier. Je me souviens que je me suis senti un peu stupéfait, pris entre la peur et la curiosité. Puis, en continuant ma route, j'ai passé cet endroit encore et encore, à chaque fois que je marchais ou conduisais, et il y avait toujours ce petit sentier qui descendait la colline, menant directement dans la forêt à l'endroit exact où j'avais vu cette créature. Ce sentier, fait par des cerfs et d'autres petits animaux, était une caractéristique normale du paysage, mais après ce que j'avais vu, il semblait différent, comme s'il cachait quelque chose de plus. Aujourd'hui, je continue à marcher sur cette route tous les jours, mais chaque fois que je passe par ce sentier, un frisson me parcourt. J'ai vu ce que j'ai vu, et même si je ne peux pas expliquer ce que c'était exactement, je suis convaincu que ce n'était pas le fruit de mon imagination. En décembre 2011, mon mari et moi avons déménagé dans la maison d'enfance de mon mari, située dans le sud-est de l'Oklahoma. Son père était décédé en 2007, et la maison avait été transférée au nom de mon mari. La maison se trouvait à environ 160 mètres de l'église de la communauté et de son petit cimetière. Il s'agissait d'une communauté amérindienne, petite et très rurale, entourée de collines, de forêts épaisses et de pâturages pour le bétail. La communauté était composée d'un large réseau familial, d'une vingtaine de générations environ. Il y avait 16 maisons, chacune avec un terrain d'1 acre. C'était vraiment la campagne, un endroit tranquille et isolé. Avant notre déménagement, mon mari m'avait raconté quelques histoires étranges sur des événements paranormaux vécus par lui et sa famille dans cette maison, lorsqu'il était plus jeune. J'avais eu quelques expériences étranges moi-même avant notre arrivée en Oklahoma, mais rien d'aussi intense. Une fois installé, des petites choses bizarres commençaient à se produire de temps en temps. Cependant, mon histoire concerne une expérience bien précise qui m'est arrivée un soir, alors que j'étais assise dans le salon. Nous regardions la télévision avec mon mari et notre fille de 10 mois, qui était dans son trotteur. J'avais une vue directe sur le couloir qui mène aux chambres et à la salle de bain. Mon mari est allé dans la cuisine, qui est en forme de couloir, pour se servir un verre, suivi de notre fille dans son trotteur. À ce moment-là, ils ont disparu derrière le mur de la cuisine, et de mon œil périphérique, j'ai vu ce que j'ai interprété comme étant notre fille, se dirigeant d'une des chambres vers la salle de bain du couloir. Tout ce que j'ai vu, c'était l'arrière de la tête de ce que je pensais être notre fille. J'étais un peu confuse, alors j'ai demandé à mon mari si notre fille était bien avec lui dans la cuisine, juste pour être sûr, car nous essayons toujours de la garder loin du couloir pour sa sécurité. Il m'a répondu, oui, pourquoi? Là, j'ai eu un frisson. Ce que j'avais vu avait la taille de notre fille, mais marchait sans trotteur. J'avais juste vu l'arrière de la tête d'une petite personne qui entrait dans la salle de bain. J'ai tout de suite dit à mon mari ce que j'avais vu, et il est allé vérifier, mais il n'y avait personne d'autre dans la maison. Après quelques autres événements étranges, j'ai commencé à purifier la maison régulièrement, en faisant des séances de purification à la sauge.
Finalement, nous avons traversé une période difficile et je suis retourné vivre chez mes parents pendant l'été 2014. Mon mari a vécu des expériences encore plus intenses et effrayantes pendant qu'il vivait seul dans la maison pendant notre séparation, mais je garde ces histoires pour une autre fois. Avant ma première expérience avec des elfes, je n'avais jamais vraiment pensé à ces créatures. J'avais l'habitude de passer la nuit chez une amie, dont les parents sont devenus presque plus proches de moi qu'elle-même. Ils m'avaient toujours raconté des histoires paranormales fascinantes, et j'avais souvent regretté de ne pas les avoir rencontrés plus tôt, tant leurs récits étaient captivants. Ce soir-là, ma copine n'était pas à la maison, ni son frère, seulement ses parents et moi. Nous étions en train de partager un dîner absolument délicieux préparé par sa mère, une femme polonaise élevée au Mexique et formée en cuisine du monde entier. Alors qu'on mangeait, elle m'a mentionné que les elfes sur le banc avaient été particulièrement espiègles ces derniers temps. Sur le moment, j'étais un peu perdu et je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Les elfes sur le banc, tu veux dire les poupées sur le petit banc dehors, près de la salle de bain? Elle confirma que j'avais bien entendu. Elle m'expliqua que, à cause de la période de l'année et d'un événement cosmique ou environnemental particulier, je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle avait dit, elle passait plus de temps avec les elfes que d'habitude. Curieuse, je lui demandai comment ces créatures la gardaient occupée. La fille est toujours la plus difficile à trouver. Parfois, je ne la vois pas pendant des jours, et puis elle apparaît dans des endroits où je sais avoir cherché, me dit-elle. Les deux autres sont bruyants et adorent se salir. Je dois constamment essuyer la boue sur leurs chaussures, je l'ai encore fait ce matin. À vrai dire, j'étais assez sceptique. Et je ne sais pas pourquoi, parce que, même si cela semblait farfelu, j'avais toujours cru à tout ce qu'il m'avait raconté, même les histoires les plus fantastiques. Tout ce que j'ai pu répondre à ce moment-là, c'est intéressant. Puis, après le dîner, nous avons rangé la cuisine et monté regarder un film, comme à notre habitude. Nous avons regardé une comédie et, franchement, j'ai complètement oublié l'histoire des elfes. Plus tard dans la nuit, nous sommes allés au lit. Je dormais dans la chambre de mon ami, et ses parents sont allés directement dans la leur. Nous avons fermé nos portes et je me suis endormi presque immédiatement. Il devait être entre 2 et 4 heures du matin lorsque je me suis réveillé, un sentiment étrange d'inconfort m'envahissant. La chambre de mon ami était juste en face du banc où se tenaient les elfes, mais à ce moment-là, je n'y pensais même pas. Je tendis l'oreille, cherchant une explication à mon malaise, mais tout ce que j'entendais était les ronflements bruyants des parents dans la pièce d'un accent grave côté. Je me dis qu'il fallait sûrement que je m'endorme à nouveau, et je supposais que l'inconfort venait sûrement des épices du dîner. Mais à peine mes yeux se fermèrent que j'entendis de petits rires et des petits pas légers. Une sensation de froid m'envahit, mon estomac se serra et mes yeux s'écarquillèrent instantanément. Les ronflements des parents étaient toujours présents, forts et ininterrompus, mécaniques. Et les petits rires et les pas s'arrêtèrent soudainement, comme quand des enfants s'arrêtent de faire des bêtises dès qu'ils sentent qu'ils ont été repérés. Ils savaient que j'étais consciente de leur présence. Cela m'a paru une éternité avant qu'ils ne recommencent à s'agiter autour de la pièce, et petit à petit, les rires ont repris, mais cette fois, plus doucement. Et je pouvais les voir. Pas entièrement, puisque la porte était fermée, mais je pouvais voir leurs ombres sous la porte, se déplaçant en petits mouvements rapides. J'étais terrifié, mais en même temps, une excitation mêlée de curiosité m'envahissait. Je me forçais à me rendormir, mais ce n'était pas un sommeil réparateur. Lorsque je me réveillais le matin, les ronflements des parents étaient devenus plus discrets. Il n'y avait plus aucun autre bruit. J'ai hésité pendant une bonne demi-heure sur la décision à prendre. Devrais-je ouvrir la porte tout de suite ou attendre qu'il se réveille et que je sois la première à sortir? Mais la nature ayant fait son appel, je n'ai pas pu attendre plus longtemps. J'ai pris une grande inspiration, ouvert doucement la porte et là, ils étaient là. Les trois, assis sur le banc comme si de rien n'était. J'aurais presque cru que j'avais fait un rêve extrêmement réaliste, mais quand j'ai vu la boue sur leurs pieds, je savais que ce n'était pas le cas. Cela m'est arrivé lorsque j'avais 16 ans, mais je m'en souviens encore très clairement. C'était un samedi matin, et mes parents allaient chaque semaine au marché des producteurs. Cette fois,
Ils m'ont emmené avec eux. Ce marché avait lieu sur un grand parking, et par endroits, on pouvait voir des grilles métalliques au sol, qui laissaient entrevoir les égouts en dessous. Je ne sais pas si tu peux visualiser la scène, mais je pourrais peut-être trouver une photo pour te donner une idée. Enfant, j'avais toujours eu peur de marcher sur ces grilles. J'avais l'impression que si je posais le pied dessus, je pourrais tomber dans les égouts. Ce jour-là, cependant, le marché était bondé, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas d'autre choix que de marcher sur l'une de ces grilles. Alors, je me suis retrouvé à marcher dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai jeté un coup d'œil en bas. Et là, j'ai vu quelqu'un qui me regardait en retour. La personne était petite, avec des oreilles pointues, mais ce qui m'a marqué, ce sont ses yeux. Ils étaient d'un or brillant, comme deux petites flammes vives, presque métalliques. C'était comme s'il y avait une lueur étrange qui émanait de ses yeux. On se fixait du regard pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais je ne pouvais pas bouger, je n'arrivais pas à détacher mes yeux des siens. Puis, soudainement, je me suis remise à marcher, sans savoir quoi faire, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Quand je suis retourné à la voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de raconter ce que j'avais vu à mes parents, puis à d'autres membres de ma famille et même à des amis. Mais personne ne m'a cru. Tout le monde a ri, et c'est devenu une blague entre mes amis. Ils me taquinaient, me disant que j'avais probablement rêvé ou imaginé tout ça. Petit à petit, j'ai arrêté d'en parler, parce que personne ne semblait comprendre. C'était tellement étrange, tellement irréel que je finissais par me dire que peut-être j'avais tout inventé. Cela fait maintenant une décennie que je n'ai plus partagé cette histoire avec qui que ce soit. Je sais que, lui aujourd'hui, cela semble complètement fou, ridicule, voire enfantin. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais que ça s'est passé. Et le plus étrange, c'est cette sensation qui me hantrait encore aujourd'hui. Son regard. C'était terrifiant. Il n'y avait aucune bienveillance dans ses yeux. Une sorte de froideur, comme s'il savait exactement qui j'étais et qu'il n'en avait rien à faire. C'était un regard malveillant, comme si cette créature n'était pas censée être là, pas censée exister. Je n'ai jamais ressenti une telle peur auparavant. Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je suis récemment devenu croyant en l'existence des elfes ou des êtres invisibles et malicieux, plus ou moins une expression pour décrire des entités interdimensionnelles qui aiment jouer des tours. Il y a moins d'un an, après avoir discuté avec des amis de la possibilité d'entités invisibles vivant dans une autre dimension, des choses étranges ont commencé à se produire dans ma chambre. Mes clés disparaissaient pendant des heures, des objets se déplaçaient, et je commençais à entendre des bruits bizarres la nuit. Après quelques jours de ce phénomène, j'ai demandé à ces entités de me laisser tranquille, et tout a cessé. Mais au début du mois, j'ai reparlé de ces expériences avec un ami. Cette fois, je plaisantais à propos de les inviter à revenir, parce que je commençais à m'ennuyer un peu de l'absence d'événements étranges. Sans en parler à personne d'autre, j'ai officiellement invité ceux qui se trouvaient dans ma chambre à revenir. Pour ajouter un peu de piquant, j'ai même laissé un petit cadeau, quelques bonbons, sur ma table de nuit. Le lendemain, quand je suis rentré chez moi et que j'ai ouvert la porte de ma chambre, tout était normal. J'ai enlevé mes chaussures, et c'est alors que j'ai fait une découverte étrange. J'ai trouvé que du sable était éparpillé partout, y compris sur ma table de nuit où j'avais laissé les bonbons, sur le sol, et même sur mon lit. Le sable était vraiment partout, comme si quelqu'un l'avait déposé intentionnellement. Après cela, pendant quelques jours, des choses encore plus étranges se sont produites, ma lampe s'est allumée toute seule plusieurs fois, et j'ai vu un sac se déplacer tout seul. Je ne peux pas dire à quoi il ressemble, ni même si ce sont véritablement des faits comme on les imagine traditionnellement, mais quelque chose est là, sans aucun doute. Et d'après mon expérience, il semble se manifester plus souvent quand on en parle ou qu'on leur prête attention. C'est fascinant, mais aussi un peu déroutant. Je n'ai pas d'explication logique pour ce qui se passe, mais ces événements m'ont fait réfléchir à l'idée qu'il y ait des entités invisibles, peut-être des êtres malicieux, qui s'amusent à jouer avec nous. Lors de ma visite au Honduras, je discutais du paranormal avec mes cousins, et bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais vu de fantômes,
tout le monde avait une histoire des elfes à raconter. La plus intéressante était celle d'une camarade de classe de mes cousins. Cette fille était une beauté, une blonde au cœur d'or, gentille et humble, amie de tout le monde, y compris des losers de la ville, mon cousin en faisait partie. Depuis l'âge de 8 ans, elle avait un elfe qui la suivait partout. Ce petit être étrange était obsédé par elle et jetait des pierres sur tout garçon qui essayait de lui parler ou de la courtiser. En grandissant, cela devenait de plus en plus embêtant, car chaque prétendant se faisait effrayer par cet elfe jetant des pierres. Un jour, mon cousin lui conseilla de dire à l'elfe de s'en aller, et elle lui répondit avec une grande confiance, « Tout homme qui a peur d'un elfe ne mérite pas mon affection. » Quelle phrase! Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avance rapide, et à 30 ans, cette jeune fille était toujours vierge, mais elle avait finalement un petit ami qui n'avait pas peur du elfe. Bien que ce dernier continue à perturber leur relation jetant des pierres, volant ses clés, et laissant des clous autour de sa voiture, ils continuèrent à sortir ensemble. Finalement, après qu'elle ait perdu sa virginité, l'elfe, apparemment dégoûté, la laissa enfin tranquille. Une autre histoire vient de ma grand-mère. À l'âge de 40 ans, les médecins lui dirent qu'elle serait complètement aveugle à 50 ans. Très religieuse mais pas superstitieuse, elle était désespérée de sauver sa vue. Un voisin lui parla d'une herboriste vivant dans les montagnes de Copan, qui avait un elfe assistant, un elfe qui sifflait. Ma grand-mère, accompagnée de son amie, se rendit donc chez cette femme. Elle expliqua son problème de vue à l'herboriste, et cette dernière traduisit ses mots à l'elfe en sifflant. Ma grand-mère et son amie affirmèrent ne pas avoir vu l'elfe, mais elles entendirent clairement sa réponse sifflante. L'elfe sifflait en retour pour signaler à l'herboriste de donner à ma grand-mère des herbes qu'il avait ramassées. Bien que la vue de ma grand-mère ne s'améliora pas, elle ne se dégrada jamais non plus, et elle conserva la même prescription oculaire de 40 ans jusqu'à sa mort à 70 ans. Cela pourrait signifier que tous les elfes ne sont pas nécessairement maléfiques. Enfin, une dernière histoire vient d'une amie à moi qui disait que sa grand-mère était une sorcière. Lorsqu'elle séjournait dans la hutte de sa grand-mère sorcière, cette dernière lui disait à elle et à sa sœur de ne pas s'approcher d'un arbre car un elfe y vivait. Les histoires racontaient que les elfes volaient les petites filles blondes. Au début, mon ami ne croyait pas du tout aux sorcières ni aux elfes et pensait que sa grand-mère racontait cette histoire pour les éloigner de l'arbre. Mais un après-midi, alors qu'elle jouait à cache-cache près de l'arbre, mon ami comptait jusqu'à 10 puis aperçut quelque chose courir derrière l'arbre. Pensant que c'était sa sœur, elle la suivit, mais lorsqu'elle arriva derrière l'arbre, elle la trouva figée, les yeux écarquillés, regardant quelque chose. C'était un elfe. Elle avait 10 ans à l'époque, et l'elfe était plus petit qu'elle. Il portait un chapeau rouge pointu et avait un visage ridé, presque comme celui d'un opossum, et il souriait jusqu'aux oreilles. L'elfe s'approcha pour saisir sa petite sœur, qui était blonde, mais mon ami la saisit en premier et courut avec elle jusqu'à la maison. Quand elles racontèrent l'histoire à leur grand-mère, celle-ci répondit calmement, « Je vous avais dit de ne pas vous approcher de cet arbre. » Ces histoires montrent que les elfes, bien qu'effrayants, ont souvent une dimension complexe. Ils peuvent être malicieux, mais aussi protecteurs et même guérisseurs, selon la manière dont on les traite. C'est fascinant de voir à quel point ces créatures mythologiques sont présentes dans la culture latino-américaine, avec des histoires qui traversent les générations et qui témoignent d'un lien profond entre les humains et l'invisible. Grandir dans une famille mexicaine, entourée d'amis hispaniques, m'a permis d'entendre des histoires de toutes sortes, mais celle-ci m'a particulièrement marqué, car je connais mon cousin et sa famille, et je crois à 100% à ce qu'il m'a raconté. Ma tante, la sœur de ma mère, est l'une des personnes les plus sérieuses que je connaisse, et elle ne plaisante pas avec ce genre de choses. Mon cousin, appelons-le José, a 1 an de plus que moi et il a aujourd'hui 26 ans. Il a grandi dans une petite ville à l'extérieur de Monterrey, Nuevo León, d'où vient ma famille. Il vivait dans une maison avec ses parents, son frère aîné, et ses 2 sœurs aînées. Étant le plus jeune, il était le bébé de la famille, ce qui fait qu'il n'avait jamais eu à se soucier de nom quand il s'agissait de nourriture. Autrement dit, il était un enfant assez enrobé. À l'âge de 8 ans, lui et ses frères et sœurs dormaient tous dans la même chambre, car la maison n'avait que 2 pièces à l'époque. Au fil des années, ses parents ont agrandi la maison,
mais c'est toujours la même maison, bien plus grande maintenant. Il se souvient que pendant cette période, il se sentait toujours extrêmement fatigué. Il dormait beaucoup mais se réveillait toujours épuisé et irritable. Il ne s'en préoccupait pas trop, pensant simplement que c'était dû à son poids. Mais ce qui le perturbait, c'était que ses frères et sœurs lui disaient qu'ils le voyaient souvent avec un elfe assis sur sa poitrine pendant qu'il dormait. Il se souvient d'un petit être brun, une créature comme un gobelin. Bien sûr, n'importe qui serait terrifié s'il voyait ça, non? Mais apparemment, ce genre de phénomène est assez courant au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Ce n'étaient pas seulement ses frères et sœurs qui voyaient cette créature, mais aussi ses parents. Ils faisaient des prières, des nettoyages spirituels, tout ce qui pouvait éloigner cet elfe. Après que mon cousin ait expliqué à ses parents comment il se sentait et que ses frères et sœurs aient confirmé ce qu'ils avaient vu, ils ont emmené José chez une curandra, une guérisseuse du village, qui a confirmé que cet elfe siphonnait l'énergie de mon cousin. Ce n'était pas malveillant, mais la créature était attirée par le fait qu'il était le plus jeune de la maison. Après quelques rituels et purifications, la créature a cessé de se poser sur lui. Mais, il paraît que cet elfe vient toujours dans la maison à ce jour. José m'a aussi dit qu'il existe une photo dans la maison d'un membre de la famille au Mexique. Apparemment, ma propre mère, une femme très honnête, a vu cette photo, où l'on voit mon cousin et sa famille devant leur maison. Et si tu regardes de près, tu aperçois l'elfe dans l'une des fenêtres en arrière-plan. Si un jour je vais rendre visite à ma famille là-bas, je prendrai une photo de cette image et je la publierai. Mais l'histoire la plus effrayante de toutes s'est produite il y a environ 2 ans. La fille de ma cousine Anna, qui avait alors 4 ans, a eu une expérience très étrange. Ma tante Anna, qui est aussi une femme sérieuse, interdisait à ses enfants adultes, qui sont maintenant entre 26 et 33 ans, de parler de l'elfe aux enfants, de peur qu'ils ne soient effrayés en venant chez elle. Mais un jour, Anna a envoyé une vidéo dans le groupe familial, une vidéo de sa fille en train de pleurer et de raconter qu'elle était allée dans la chambre de José et avait vu un monstre brun laid qui dormait dans le lit. J'ai vu cette vidéo avec ma mère, et nous étions toutes les deux choquées. Personne n'avait jamais parlé de cet elfe à cette petite fille, et pourtant, elle a décrit exactement ce que tout le monde dans la famille avait vu, un être petit, brun, avec des traits monstrueux. Il y a eu d'autres observations au fil des années, mais ce genre de phénomène semblait se répéter, toujours la même créature, qui apparaissait soit en dormant, soit en courant. C'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais visité mon village natal, mais lorsque j'irai, je serai prête à devenir un véritable chasseur de monstres, armé de mon appareil photo pour tenter de capturer ce phénomène. Ça me paraît fou, mais selon ma famille et d'autres amis hispaniques qui ont grandi dans leur pays, des histoires comme celle-ci, ainsi que des récits de fantômes et de sorcières, sont très courantes là-bas. Je ne parle pas souvent de cette expérience, car elle semble difficile à croire, même pour moi. Il y a environ 15 ans, je vivais avec mon ex-petit ami à l'époque. Je m'endormais toujours avant lui, car je devais me lever tôt pour aller travailler, à 6h30 du matin. Lui, il restait éveillé, écoutait de la musique et traînait sur l'ordinateur. Je dormais avec la porte de la chambre ouverte, et la salle de bain était juste à côté, à l'extérieur de la porte. Un soir, comme d'habitude, il est allé utiliser la salle de bain. Il m'a dit qu'il avait allumé la lumière du couloir et qu'en passant près de la chambre, il a jeté un coup d'œil pour vérifier si je dormais. À cet instant, il a dit avoir vu quelque chose d'étrange. Il a vu une petite créature assise sur moi, me frappant violemment au visage. Il a reculé, choqué, et a regardé de nouveau. Il m'a dit qu'il a vu un lutin ou un gnome, qui était en train de me frapper. Il a couru vers moi, a donné un coup à la créature, et là, celle-ci s'est retournée vers lui, l'a regardé, a grogné tout en continuant de me frapper. Il m'a dit que les coups étaient rapides, presque impossible à suivre tellement c'était rapide. Il a crié sur la créature et l'a frappé de toutes ses forces, avant de la repousser. Et là, elle a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Quand il m'a réveillé, il était visiblement paniqué, il m'a secoué pour savoir si j'allais bien. Il m'a raconté ce qui s'était passé, et je l'ai cru, même si c'était difficile à comprendre. Il était vraiment perturbé, presque en état de choc. Il m'a dit que ce n'était pas une hallucination,
qu'il avait clairement vu cette créature me frapper et qu'il l'avait entendue grogner avant qu'elle ne disparaisse après qu'il l'ait poussée. Il n'arrêtait pas de me dire que ce n'était pas une blague, qu'il savait ce qu'il avait vu. Il y a quelques années, alors que je travaillais comme conseillère scolaire, j'ai eu une conversation avec un élève qui m'a marqué profondément et à laquelle je repense souvent. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'était un bon élève, honnête, calme et sans histoire. Il n'avait pas de problèmes mentaux ni de comportements étranges. Un jour, il est venu dans mon bureau, tout excité, pour me dire qu'il venait de lire un livre à la bibliothèque, je ne me souviens plus lequel, qui avait réveillé en lui des souvenirs d'enfance qu'il avait complètement oubliés jusqu'alors. Il se souvenait d'avoir passé beaucoup de temps dans les bois de son ranch au Mexique, où il communiquait avec des petites créatures, comme des fées ou des elfes, qui vivaient parmi les fleurs et les plantes. Ce n'était pas tout. Il m'a aussi dit qu'il y avait 3 anges derrière moi. Il a expliqué que ces anges savaient que j'étais inquiète pour mon fils adulte et m'ont rassuré, me disant de ne pas m'en faire, que tout irait bien pour lui. J'étais effectivement très inquiète à ce moment-là pour mon fils, mais il n'y avait aucune raison pour que cet élève le sache. Bien sûr, il aurait pu être simplement fou ou inventer tout cela, mais la chose la plus étrange s'est produite, chaque fois qu'une pensée traversait mon esprit, il disait « L'ange a dit que vous pensiez à cela et cela. » Et il avait toujours raison. Il a décrit exactement ce que je pensais à chaque instant. La conversation a duré un bon moment, et je ne saurais pas l'expliquer. Il a fini par obtenir son diplôme peu après cet échange, et depuis, je l'ai croisé quelques fois, mais rien d'autre de significatif n'est arrivé. Pourtant, je n'arrive pas à oublier cette rencontre. Il y avait quelque chose d'inhabituel, presque surnaturel, dans la manière dont il connaissait mes pensées et mes préoccupations sans aucune raison apparente. Cette expérience m'a vraiment fait me poser des questions. Mon histoire vient de la Bolivie, de 2 villes magnifiques, La Paz et Cochabamba, qui sont non seulement pleines de beauté naturelle, mais aussi très spirituelles. Ma famille et moi avons grandi là-bas, et ces lieux sont empreints de mysticisme. Ma mère m'a souvent raconté des histoires de son enfance, des histoires qui m'ont à la fois fasciné et effrayé. Elle me parlait fréquemment des fées et des elfes qu'elle voyait dans le jardin de leur maison. Apparemment, cela faisait partie des histoires courantes dans la région, un genre de secret bien connu des habitants. Mais un conseil très important, selon elle, c'était de ne jamais tenter de les approcher ou de les déranger. Car ceux qui essayaient de faire connaissance avec ces êtres avaient souvent des expériences très effrayantes. Elle m'a dit que des enfants disparaissaient parfois pendant des jours, pour revenir confus et perdus, sans se rappeler ce qui leur était arrivé. D'autres avaient été pris de maladies graves, mais tout cela n'arrivait qu'à ceux qui cherchaient à interagir avec ces créatures. C'était un avertissement qu'on donnait à tous les enfants et jeunes adultes, ne les cherchez pas, ne les provoquez pas, car cela pourrait tourner très mal. L'histoire la plus marquante vient de ma grand-mère. Elle m'a raconté qu'au début de la vingtaine, alors qu'elle était dans le jardin, près d'un arbre, elle a eu une rencontre qu'elle n'oubliera jamais. Elle faisait quelque chose près de l'arbre quand soudain, elle a vu une créature apparaître juste à côté de celui-ci. Elle était catégorique, ce n'était pas un enfant ni un petit adulte déformé, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Elle se souvient de son visage ridé, mais il était très énergique, presque espiègle. La créature était petite, pas plus de 60 cm de haut, et elle sautillait autour de l'arbre en fredonnant une mélodie. C'était un leprechaun ou un elfe, dans son esprit, mais il avait un air très ancien, comme un esprit ou une entité, et non un être humain. Ma grand-mère, bien qu'effrayée, ne voulait pas perdre de vue la créature. Elle a commencé à marcher lentement en arrière, essayant de rester discrète pour ne pas alerter l'elfe. Elle se souvient qu'à un moment donné, l'elfe a tourné la tête, l'a regardé un instant, avant de disparaître en se faufilant derrière l'arbre. Elle n'a pas bougé jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. C'était une expérience qui l'a traumatisée pendant longtemps. Elle a essayé d'en parler à ma mère, mais personne ne l'a vraiment cru. Pourtant, pour elle, ce qu'elle a vu était bien réel. Je tiens à préciser que ma famille est tout à fait normale. Nous n'avons pas d'antécédents de maladies mentales, de dépendance ou de comportements étranges.
Je sais que beaucoup de gens pourraient penser que cela pourrait être une sorte de délire, une hallucination ou un effet de l'imagination, mais je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Cette histoire, comme tant d'autres dans notre famille, est un témoignage de ce que beaucoup d'habitants de la région connaissent, même si peu en parlent ouvertement. Il y a des êtres qui existent à la frontière de notre monde, des créatures anciennes et mystérieuses qui ne se montrent qu'à ceux qui y sont ouverts, mais qui n'hésitent pas à montrer leur côté sombre si on cherche à les provoquer. Ma colocataire à l'université était une Américaine de première génération d'origine irlandaise, et un jour, sa mère m'a raconté l'histoire de la banshee de son village irlandais, un récit qui m'a profondément marqué. Apparemment, presque tout le monde dans leur petit village avait eu, à un moment ou à un autre, une rencontre avec la banshee. Cependant, l'histoire que sa mère m'a racontée avait eu lieu lorsqu'elle était adolescente. Elle avait environ 16 ou 17 ans et, comme beaucoup de jeunes à cet âge, elle s'était échappée de chez elle en pleine nuit pour retrouver ses amis. Il devait être environ 3 heures du matin lorsqu'elle et quelques autres filles marchaient dans une rue résidentielle, sur le chemin du retour. C'est à ce moment-là qu'elles ont entendu un cri profond et des gémissements. Au début, elles pensaient que c'était un animal blessé, mais à mesure qu'elles avançaient, les bruits semblaient de plus en plus ressembler à une femme en train de pleurer. Puis, elles ont vu une silhouette de femme, debout sur les marches de la maison d'un voisin âgé. Elle semblait avoir une vingtaine d'années et était décrite comme étant illuminée de l'intérieur, comme si elle émettait de la lumière. C'était une rue sombre, mais malgré l'obscurité, la femme semblait briller d'une lumière douce mais intense, comme si elle se détachait du reste de la nuit noire. Elle hurlait à plein poumon, un cri déchirant, et les filles étaient perplexes, se demandant pourquoi personne autour ne semblait la remarquer, ni réagir à ce vacarme. Il faisait froid, mais la femme portait une simple chemise de nuit légère, ses cheveux étaient en désordre, et elle se frappait la poitrine dans un état qui semblait proche de la folie. Les filles étaient terrorisées, et alors qu'une d'entre elles commençait à monter les marches pour voir si la femme avait besoin d'aide, la scène prit une tournure étrange. La femme se tut peu à peu, tout en continuant de faire des gestes comme si elle pleurait et hurlait, mais le son semblait se dissiper, comme si le volume était progressivement réduit. En même temps, la lumière qui l'entourait s'estompa, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'obscurité. Les filles, totalement effrayées, sont rentrées chez elles rapidement, se demandant si l'alcool qu'elles avaient bu avait joué un rôle dans cette hallucination collective. Mais le matin suivant, la nouvelle se répandit dans le village, l'homme âgé qui vivait dans la maison où la banshee était apparue était décédé pendant la nuit. Les filles n'ont pas parlé de ce qu'elles avaient vu à leurs parents, car elles ne voulaient pas se faire réprimander pour avoir désobéi et être sorties en cachette. Cette histoire, comme beaucoup d'autres concernant la banshee, m'a toujours donné des frissons. Cette entité mythologique, qui annonce la mort avec ses hurlements déchirants, semble être une présence à la fois terrifiante et inévitable, liée à des événements tragiques qui échappent à notre contrôle. Ce genre d'expérience, où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, reste gravé dans la mémoire de ceux qui y ont été confrontés. Ma maison semble être un véritable carrefour pour diverses entités. Il y a régulièrement de grosses tempêtes dans la région, et pendant ces nuits-là, la maison devient étrangement animée. Ce n'est généralement rien de trop dramatique, juste des bruits de casseroles qui se heurtent dans la cuisine, des objets qui bougent seuls ou disparaissent pour réapparaître ailleurs. Dernier Noël, nous avons acheté un sapin artificiel de seconde main, et avec lui est venu un esprit étrange. Depuis, il vit dans la buanderie. C'est un peu comme adopter un animal sauvage. Au début, l'esprit était effrayé et essayait de se rendre imposant, comme un petit être qui cherche à se faire respecter. Avez-vous déjà mis les pieds dans une pièce qui était bien plus sombre que ce qu'elle aurait dû être, puis ressentir cette pression, comme si on vous poussait à sortir ? C'est exactement ce qui s'est passé la première nuit où cet esprit est arrivé. Mais au fil du temps, nous l'avons accepté et il s'est calmé. Aujourd'hui, il ne poursuit plus le chat que de temps en temps, bien que j'ai assisté à des combats assez intenses entre eux. Il semble vraiment m'apprécier, car il me suit souvent lorsque je nourris les animaux le matin. Parfois, je laisse des petites offrandes, des objets brillants que je trouve, et en retour, il m'aide à retrouver des choses perdues. Il y a environ un mois, juste avant son arrivée, j'avais perdu un collier très spécial.
Ce collier est réapparu sur mon lit, juste à côté de mon oreiller. Et tu sais comment certains ont des sèche-linges qui mangent des chaussettes? Eh bien, moi, j'ai des chaussettes supplémentaires qui sortent du sèche-linge, des chaussettes qui ne sont à personne dans la maison. C'est vraiment étrange, mais malgré tout, notre petite famille cohabite bien ensemble. Depuis que j'ai demandé aux esprits de ne plus entrer dans ma chambre, j'ai cessé d'avoir des rêves bizarres aussi. Et quand de plus grands esprits passent à travers la maison, ceux qui font frissonner mon chien et le poussent à se cacher sous les couvertures, notre chance semble s'améliorer de façon presque irréaliste. Les choses commencent à fonctionner, j'ai même gagné plusieurs concours de type tombola juste après que de grandes tempêtes aient soufflé des esprits à travers notre maison. C'est comme si ces êtres, bien que mystérieux et parfois perturbants, apportaient avec eux une sorte de chance et de fortune qui se manifeste après leur passage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.